Comment vous en êtes arrivé à l'engagement politique panafricaniste? Pourquoi est-ce que vous avez emprunté ce chemin-là de défendre la cause de l'Afrique? Vous parlez sans filtre, sans masque, on dirait même sans peur. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons ici deux questions posées par deux journalistes différents, mais qui poursuivaient le même objectif. La réponse de Nathalie Yamba à ces interrogations m'a personnellement convaincu que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas eu tort en la nommant conseillère spéciale et diplomate itinérante avec rang de ministre d'État. La cohérence de ses propos, la clarté de sa vision et la profondeur de ce qu'elle a révélé démontrent qu'elle n'est pas une panafricaniste alimentaire, de celles qui brandissent des slogans sans conviction. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je crois fermement que l'Afrique peut compter sur elle. Je pense que j'ai très tôt toujours eu une très grande un rapport à l'injustice, à la pauvreté, à ces notions-là, de part de là où je viens, du Cameroun, et puis surtout d'une famille très modeste, très modeste. Donc j'ai pu observer l'injustice, la pauvreté. J'ai pu aussi constater que à l'école, on nous parlait de choses qui n'étaient pas des choses dont on me parlait à la maison, ou mes oncles, mes tontons, mes parents me parlaient de choses qu'on n'apprenait pas dans les livres d'école. Et donc j'ai commencé à chercher. Je suis quelqu'un de très curieuse. Et j'ai tout de suite, très tôt, voulu combattre cela, changer cela. Je pense que c'est ancré en moi, ce sentiment de révolte à l'injustice, et cette aspiration à la liberté, à l'autodétermination, à la dignité africaine. Moi, je suis née en Suisse, dans un bled assez perdu dans les montagnes là-bas. D'un père camerounais, d'une mère suisse. Voilà, tout à fait. Et quand j'étais jeune, il n'y avait pas de Noirs dans le village, la ville où j'habitais. Et c'était un peu rude en termes de comment on était perçu, comment on était traité. Et je pense que ça m'a très tôt marqué. Et donc quand ma famille a quitté la Suisse quand j'ai eu 8 ans et qu'on est allé au Cameroun, bon là, j'étais dans mon terrain. Et puis le truc a pris son envol. Après, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc j'ai découvert les Marcus Garvey, les Webb Dubois, Nkrumah, Fanon, Césaire. Et puis, paf, on est dedans. C'est vrai que quand je quittais le Cameroun, j'avais obtenu une bourse de l'État camerounais pour aller étudier. Je voulais faire traduction, enfin interprétariat en réalité. J'allais pour passer le concours de l'école d'interprétariat de Genève. J'avais choisi ça parce que je me disais que je serais au courant de tous les secrets qui se passent, toutes les choses qui se disent et qui ne laissent pas de traces. Que si j'arrivais à infiltrer le système, je serais au courant de choses qu'on ne lit pas dans nos livres d'école, qu'on n'apprend pas dans nos programmes scolaires. Malheureusement, en concours de circonstances, le billet qu'on avait acheté mentionnait le départ depuis la ville de Douala. Et moi, j'étais à Yaoundé. Et donc, quand on est arrivé à l'aéroport de Yaoundé, il n'y avait pas d'avion. Je suis arrivée trop tard en Suisse pour le concours. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'attends une année pour le représenter l'année prochaine? Et je me suis dit, non, je vais faire du journalisme et de la science politique. Je vais aller le faire en Allemagne. Et puis, voilà, le truc a pris son envol. Je pense que c'est l'Afrique qui m'a choisi. Je pense qu'on a des missions comme ça qu'on trouve. Certains d'entre nous la trouvent de leur vivant, d'autres pas. Mais j'ai toujours eu ça ancré en moi. Déjà depuis l'école, bon, je suis quelqu'un qui est très sensible à l'injustice sociale, les choses comme ça. Je viens d'origine assez modeste et j'ai pu observer certaines choses. Et puis quand j'étais au lycée, je me rendais compte que ce que j'apprenais, j'étais beaucoup plus littéraire, histoire, géo que mathématiques. Oui, mais quand je me regardais les cours d'histoire, de géographie, ce qu'on apprenait, c'était pas nécessairement ce que mes gens me racontaient à la maison ou dans le village. Et j'essayais de trouver
pourquoi eux, ils racontent quelque chose que nous, on n'apprend pas. C'est comme s'il y avait du maquillage quelque part. Oui, il y avait un truc pas clair à l'époque. Et donc, je commençais à fouiller, je lisais beaucoup. Et plus j'apprenais, surtout de la transmission orale par les témoignages des gens qui ont vécu ces époques-là, plus j'avais un sentiment de révolte parce que je me rendais compte qu'en fait, ça n'avait pas changé, malgré tous les sacrifices faits. Et donc, vous savez, quand à un moment, vos ambitions et vos rêves pour l'Afrique sont tellement grands, ils annihilent la peur. À un moment donné, quand on s'engage dans ce combat, on sait que ça sera rude. Je ne pense pas qu'on peut se laisser guider par la peur. Après, il ne faut pas être naïf non plus, il y a des dispositions à prendre, mais ma seule crainte, en réalité, c'était qu'il m'arrive quelque chose quand mon fils était encore jeune. Maintenant, c'est un homme, il a 26 ans, il peut se gérer. S'il m'arrive quelque chose, il saura continuer sa vie. Et comment vivez-vous l'accueil qui vous est désormais réservé dans ces 3 pays de l'AES en général et au Niger en particulier, hein, où vous avez été faite chevalière de l'ordre des palmes académiques? Ah, mais je le vis très bien. Je dois avouer, d'ailleurs, je vis toujours très bien quand je suis en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est chez moi. Et je dis à tout le monde, je me considère chez moi partout en Afrique. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis dans chacun des pays africains où je me déplace. Mais au Niger et dans l'AES, bon, on se retrouve dans la résilience, dans le combat, dans la détermination avec les populations. Et je pense que c'est ce qui fait que l'accueil qui m'est réservé est toujours très, très cordial, très chaleureux. Et moi, je constate que, voilà, on est sur la même lignée, on encaisse des coups, mais on sait où on va, on se bat pour la même chose. Et c'est un immense plaisir. C'est un immense plaisir. À côté, au Burkina Faso, le 30 avril dernier, un soutien international a été organisé en faveur du capitaine Ibrahim Traoré. Cela a défrayé la chronique. Quelle lecture faites-vous de l'ampleur de cette mobilisation, on va dire, mondiale, hein? Oui, bon, une lecture à plusieurs niveaux, je dirais. D'abord, je constate que les gens ont compris qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer. Il y a quelque chose qui n'était pas bien, qui était en train de se passer, ils se sont mobilisés. Je pense que ça signale aussi que ce qui est en train d'être fait par le capitaine Traoré et par les autres dans l'AES, mais par le capitaine Traoré, c'est quelque chose de bien. On voit ce qu'il fait de bien. Les gens ne se mobilisent pas pour défendre quelqu'un qui ne fait rien. Les gens se mobilisent parce qu'ils sont en train de défendre quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui porte, qui a de la signification, qui change les choses. Ensuite, je pense qu'il faut aussi le lire comme la victoire aussi des réseaux sociaux sur les médias mainstream. Parce que quand vous entendez parler du Burkina Faso ou de l'AES dans les médias mainstream, c'est toujours des propos dégradants. C'est des juntes, c'est le terrorisme, c'est la pauvreté, c'est la régression, Et donc, cette mobilisation prouve que les gens ont d'autres sources d'informations aujourd'hui, qu'ils ont des alternatives pour se former leurs opinions sur les problèmes et sur ce qui leur a raconté, et que dans la majorité, les gens ont compris que ce qu'on nous raconte dans le mainstream, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Un autre niveau de lecture que j'ai, c'est que cette mobilisation retranscrit l'avancement dans l'éveil des populations. Thomas Sankara savait qu'on allait l'assassiner. Il l'avait dit à ses pairs. Il l'avait appelé à leur solidarité. Ils n'ont rien fait. Il a été tué. Kadhafi savait qu'on allait l'assassiner. Il a compté sur ses pairs pour essayer d'arrêter ça. Il a été tué. Quand on voit ce qui s'est passé au Sénat américain avec ce général que l'on doit par ailleurs remercier, parce que grâce à lui, bon, on a vu la mobilisation, il a réussi à être le catalyseur de l'unité africaine et afro-descendante et même au-delà dans le monde, hein. Mais quand on voit ce qui s'est passé là-bas, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes comprennent que
quand il parle comme ça au Sénat là-bas, ça veut dire que peut-être dans les 6 mois, 1 an, il y a quelque chose qui va se passer et on va éliminer ce capitaine qui incarne tellement d'espoir. Et je pense que aujourd'hui, grâce à cette mobilisation, les gens qui ont l'habitude de zigouiller nos chefs d'État et nos leaders dans nos luttes d'émancipation ont reçu le message 5 sur 5. À l'époque, vous pouviez les éliminer et il ne se passait rien. Mais cette fois-ci là, si vous touchez un poil, je ne dis pas cheveux parce que je crois qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais un poil de nos gens là, il y aura des répercussions chez vous. Ce ne sera pas seulement chez nous. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, que ce soit de Jamaïque, qu'il y avait des manifestations un peu partout, à Berlin, à Paris, partout. C'était pour bien leur faire comprendre que le monsieur qui est là-bas, là, et ses camarades, là, si vous les touchez, nous, on devra subir des répercussions parce que vous tuez nos leaders. Mais vous, vous allez subir des répercussions aussi chez vous.